Enchanté, vous êtes une langue forcément. Jean Moulin. Ça vous parle? Oui, évidemment. Ouais, bien sûr. Daniel Guéret, sénateur de Réloir, j'avais eu le plaisir de vous accueillir à Chartres. Je me souviens très bien, on Vous allez avait bien? fait une très belle cérémonie. Très belle cérémonie. Ouais, avec Stéphane Bern. Content de vous voir. Merci. Comment tu vas? Ça va bien. Oui, ça va. Toujours heureuse de te croiser dans les cérémonies, évidemment. Je veux voir. Benjamin Izard, maire adjoint auprès de Florence Bertou, maire du 5e. Ah, enchanté. Bonjour, Bonjour. Laurent Guillemin, adjoint maire de Bordeaux. C'est lui, c'est Julien Guerdet qui est dedans. Ouais, je me On a fait souviens un petit tour en très bien. caso. Ouais, c'était super. C'était très bien. Ouais. Tout va bien? Très bien. Bon. Merci de votre invitation. Oh, monsieur le préfet. Alors, je ne fais pas la tête à madame la directrice, mais j'étais avec elle et tout Elles ce sont de service votre depuis ce matin. Donc voilà. C'est ça. C'est le président David Jean Moulin. Oui, Et je vous remercie d'avoir pu déplacer la cérémonie à nouveau à 11h30. Voilà. 18h30, vous n'allez pas du tout. et je sais, mais en fait... Et on travaillera différemment. Voilà. Plaisir. C'est pas possible. Bonjour. Il n'y a pas assez d'espace. Bonjour. Bon, les gens reculent ici, on s'en est tous très Je ne sais pas si je peux. J'ai le droit. Monsieur le préfet. Ça va? Bon. Ben nous voilà, ok. On y va. Voilà. Merci Brandon. Ouais, c'est important. Oui, Putain. on vient de Nice un peu. Ouais, c'est pas très loin quand même, Bordeaux. C'est moins loin que chez moi quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci. Bonjour. 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 Bonjour les jeunes. Bonjour. Vous avez bien voyagé? T'as été? Bon. Ça va? Ça va bien? Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, je suis ravie de vous revoir, la ministre. Alors, Je passe vers la ministre, Général Jameau, je représente le chef d'état-major de l'armée de l'air et des forces. merci Général. Général Boyon, je représente le directeur général de la Région nationale. Je suis l'ancien commandant de la région, Jean-Marie Austin. Bon, on se connaît un peu alors. Oui, on sait, tout à fait. Merci Général. Bonjour. Franck Zéviste, secrétaire général de l'association des Légions. Très bien. Alors, je suis où? Ici, vous êtes arrivé. Je suis arrivée. Ça va? Ça va? Bonjour, vous allez bien? Bonjour tout le monde. Comment ça? Oh, pardon. Oui, juste derrière. Comment allez-vous? Ça va? Toujours fidèle, vous faites le voyage à chaque fois. Lecture d'un extrait de Premier combat de Jean Moulin par Ambre, élève du collège Alain Fournier de Bordeaux, lauréate du concours national de la résistance et de la déportation. Malgré le choc que j'ai reçu, je n'ai pas perdu connaissance et perçois encore, derrière la porte, la voix du chef nazi qui donne des instructions sévères aux gardiens
pour qu'il soit veillé très attentivement sur nous. Dans l'obscurité, le brave Sénégalais m'a cédé sa place sur l'unique matelas et s'est couché un peu plus loin. Je lui passe les couvertures, car le sol est rempli de morceaux de verre provenant des vitres brisées pendant le bombardement. Mais je ne peux prendre aucun repos. Tout à l'heure, le réveil placé sur la table du Feldwebel marquait 1h du matin. Pendant 7 heures, j'ai été mise à la torture, physiquement et moralement. Je sais qu'aujourd'hui, je suis allée jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer. Le dilemme s'impose de plus en plus, signer ou disparaître. Fuir, c'est impossible. J'entends le pas régulier des sentinelles, non seulement dans le couloir, mais aussi devant notre unique fenêtre. Et pourtant, je ne peux pas signer. Je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination qui n'a pu être conçue que par des sadiques en délire. Je ne peux pas sanctionner cet outrage à l'armée française et me déshonorer moi-même. Tout plutôt que cela, même la mort. La mort. Dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l'ai acceptée. Depuis, je l'ai vue de près bien des fois. Elle ne me fait pas peur. Il y a quelques jours encore, en me prenant, elle eût fait un vide ici, dans le camp de la résistance. Maintenant, j'ai rempli ma mission. Ou plutôt, je l'aurais remplie jusqu'au bout quand j'aurai empêché nos ennemis de nous déshonorer. Mon devoir est tout tracé. Les Boches verront qu'un Français aussi est capable de se saborder. Je sais que le seul être qui pourrait encore me demander des comptes, ma mère, qui m'a donné la vie, me pardonnera lorsqu'elle saura que j'ai fait cela pour que des soldats français ne puissent pas être traités de criminels, pour qu'elle n'ait pas, elle, à rougir de son fils. J'ai déjà compris le parti que je pourrais tirer de ces débris de verre qui jonchent le sol. Je pense qu'ils peuvent trancher une gorge, à défaut d'un couteau. Quand la résolution est prise, il est simple d'exécuter les gestes nécessaires à l'accomplissement de ce que l'on croit être son devoir. Des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi commettra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens près des lits font des rêves. Ici, nous vaincus, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Allocution de M. Jean-Paul Grasset, président de l'Association nationale des Amis de Jean Moulin. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers élèves, Mesdames et Messieurs. Il y a un peu plus de 80 ans, l'Allemagne nazie capitulait devant les Alliés, d'abord à Reims, puis à Berlin. La France, représentée par le général de Lattre de Tassigny, était un des signataires de cette capitulation, à côté des États-Unis, de l'URSS et du Royaume-Uni. Apercevant le drapeau tricolore, le maréchal Keitel, signataire du côté allemand, fait remarquer à haute voix « Ah, il y a aussi des Français, il ne manquait plus que cela ». La présence de la France n'allait en effet pas de soi, en ce moment décisif de l'histoire, marquant à la fois la fin du plus grand conflit mondial en Europe et le début d'une nouvelle époque, avec son rideau de fer, mais aussi la toute-puissance des 4 grands dans le monde, 4 grands dont la France. Cette présence de la France dans le camp des vainqueurs, nous la devons essentiellement à l'action, au courage, à la ténacité, à l'opiniâtreté du général de Gaulle. Il a su affronter de nombreuses oppositions, dont celle des États-Unis. Et ceux-ci ne l'ont reconnu comme chef du gouvernement provisoire de la République française que lorsqu'il a eu le soutien de toute la résistance. Ce soutien, il l'a obtenu le 27 mai 1943, lorsque s'est réuni pour la première fois, à Paris, le Conseil national de la résistance, qui rassemblait toutes les composantes de la résistance, mais aussi les principales forces politiques et syndicales, de droite comme de gauche, rare exemple d'une unité nationale dans l'histoire de notre pays. À la tête, à la présidence de ce Conseil national de la résistance, il y avait Jean Moulin. La tâche de Jean Moulin fut lourde et difficile. Au danger de la vie clandestine dans une France soumise, puis entièrement occupée, se sont ajoutées la volonté d'indépendance de certains mouvements de résistance, sans compter les ambitions personnelles de quelques-uns de leurs chefs. Mais Jean Moulin a mené à bien la mission que lui avait confiée le général de Gaulle, organiser et unifier la résistance. Et il a su surmonter tous les dangers et toutes les difficultés. Le premier danger, il l'a vécu, comme cela a été rappelé par la lecture précédente, il l'a vécu dès le 17 juin 1940, alors qu'il était préfet de Chartres et que les troupes allemandes venaient d'entrer dans la ville, quand il refuse de signer le protocole que voulaient lui imposer les autorités allemandes, reconnaissant la responsabilité des armées françaises dans le massacre des habitants d'un village. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger, écrira-t-il quelques jours plus tard à sa mère. Devant une telle détermination, une question se pose à nous. Qu'est-ce qui a pu pousser le jeune et brillant haut fonctionnaire, croquant la vie à pleines dents, qui était le préfet Moulin, à résister, il emploie lui-même le mot, lors de ce premier combat, suivi de bien d'autres, jusqu'à sa terrible agonie sous les tortures de Klaus Barbie à Lyon, 3 ans plus tard. À Chartres, il ne signa pas, à Lyon, il ne parla pas. Comme tout ce qui touche à l'être humain, la réponse à cette question des raisons de l'engagement est complexe. D'abord, Jean Moulin possédait toutes les qualités nécessaires pour remplir sa mission. Le général de Gaulle les a reconnus dès leur première rencontre à Londres en octobre 1941, et c'est ce qui l'a amené à lui faire confiance aussitôt, alors que tant de choses, par ailleurs, les différenciaient. À son intelligence sereine et logique, son attention aux autres, sa fermeté de caractère, sa ténacité, sa force de conviction et son courage, s'ajoutait son expérience de grand serviteur de l'État. Mais ces qualités n'auraient été rien sans ses fortes convictions, héritées d'une solide tradition républicaine familiale,
inculquée en particulier par son père, Antonin. Pour bien comprendre Jean Moulin, il est essentiel de connaître son père, a écrit Laure Moulin. Descendant d'un soldat de la Révolution et de l'Empire et d'un homme emprisonné sous le Second Empire parce que républicain, Antonin Moulin est l'héritier des grands principes de 1789 qu'il défend avec acharnement dans la vie politique locale de Béziers, où il est professeur. Comme il le rappelle dans Premier combat, Jean Moulin est fier d'être issu d'une telle famille qui a contribué à enraciner la République dans notre pays. Convaincu que, comme pour Jean Moulin, l'éducation est la base de tout, nous tenons à l'Association nationale des amis de Jean Moulin à faire participer à cette cérémonie annuelle d'hommage à Jean Moulin de nombreux jeunes, aux côtés des plus hautes autorités civiles et militaires de l'État. Presque tous ces jeunes ont participé au concours national de la Résistance. Beaucoup en sont des lauréats. D'autres viennent des classes défense de nos collèges, de nos écoles et de nos lycées. Ils sont là pour se souvenir de Jean Moulin, mais aussi de tous ceux qui se sont dressés pour que triomphe la liberté et la démocratie. Dans notre continent, qui vivait depuis 3/4 de siècle dans l'illusion d'une paix quasi perpétuelle, mais qui renoue depuis plusieurs années déjà avec la guerre, une guerre qui ressemble par beaucoup d'aspects à celle des années 30 et 40, il est nécessaire de faire partager les valeurs qui ont guidé Jean Moulin et ses compagnons, de comprendre ce qui les a amenés à entrer en résistance pour les défendre et les faire triompher. En observant en ce moment ces jeunes, si attentifs et si émus par la cérémonie à laquelle ils ont la chance de participer, je suis sûr qu'ils sont prêts à s'engager pour que continuent à vivre les idéaux que Jean Moulin et ses compagnons ont fait triompher. Ainsi, comme l'écrivait le général de Gaulle dans la préface de Premier combat, les noms de Jean Moulin et de ses compagnons demeureront vivants comme leur œuvre demeure vivante. Merci. De grands prémarés
Allocution de Madame Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Mesdames et Messieurs, membres et représentants du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la représentante de la maire de Paris, Monsieur le représentant du maire de Bordeaux, Monsieur le représentant de la mairie du 5e arrondissement de Paris, Monsieur le directeur de la mémoire, de la culture et des archives, Madame la directrice générale de l'ONAC-VG, officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Madame l'administratrice du Panthéon, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants d'associations mémorielles et combattantes, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, chère jeunesse de France, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers amis de Jean Moulin, chère famille de Jean Moulin. Cela fait désormais un peu plus de 60 ans que Jean Moulin et son terrible cortège demeurent ici, en ce mémorial éloquent de la grandeur des fils et des filles de France dont les actions brillent pour l'éternité. Lorsque la foule évacue ces murs, commence alors le dialogue des plus illustres représentants de l'immense peuple des morts. L'air se réchauffe de mots, ceux des plaidoiries de Simone Veil, des récits de Maurice Genevoix et de ceux de 14, des audaces de Joséphine Baker, les mots codés de Missak Manouchian et de Germaine Tillion, la ferveur de ceux de Pierre Brossolette, de Geneviève de Gaulle-Antonios, de René Cassin et de Félix Éboué, sans parler de ceux de Dumas, Hugo ou Zola. Bientôt, la détermination de ceux de Badinter et de Marc Bloch. Enfin, les murmures de Jean Moulin. Car c'est ici qu'il est mort. Dans un murmure, presque un silence. Ce même silence que ces tortionnaires n'avaient jamais réussi à rompre. Ce silence que les serviteurs de l'horreur ne pouvaient comprendre. Cette absence de mots qui a sauvé la résistance. Mais Jean Moulin ne s'est pas toujours tu, et c'est une part de sa singularité. De sa naissance jusque le destin du pays se mêle au sien, il a mené une vie flamboyante, joyeuse, forgée dans l'ardeur de la jeunesse, la foi en la République et le goût de la liberté. Il était l'arrière-petit-fils d'un soldat de la Révolution, petit-fils d'un insurgé de 1851, fils d'un hussard noir de la Troisième République. Il était surtout un enfant de la République. Dans ses veines coulait le sang qui a éclaboussé les murs de la prison de Montluc, mais aussi un immense amour des Lumières. Il est né à Béziers, où le soleil d'été accouche de cette lumière blanche qui recouvre les paysages du Languedoc que Courbet a si magnifiquement su fixer. C'est aussi à Béziers qu'il a grandi. C'est dans ces rues autour du château, face au vieux pont romain, qu'il a pris la douceur de vivre qui lui fut plus tard refusée et qu'il abandonna sans regret lorsque les circonstances l'ont exigé. De la guerre d'Espagne, plus tard, après Munich, et auprès du général de Gaulle, il a partagé sans retenue et dans une passion fougueuse les tourments qu'imposent les causes difficiles et la peine des hommes justes qui les défendent. Serviteur du Front populaire au cabinet du ministre des Affaires étrangères, il est très vite conscient de la nécessité d'appuyer les républicains espagnols et devient une cheville ouvrière de leur soutien. Jean Moulin, l'éternel jeune homme à l'âme d'artiste et au tempérament de soldat, avait un sens de la justice et de la fraternité qui confinait à la pureté de l'idée même de justice et de fraternité. Des qualités qui firent du jeune homme un préfet à 38 ans, le plus jeune de France, après une première carrière déjà chargée d'exemplarité. Exerçant ses fonctions en Eure-et-Loire lorsqu'éclate la guerre, il devance ses obligations et demande à être mobilisé, car il avait compris, depuis des années déjà, ce à quoi conduirait
le nazisme et le fascisme. Maintenu à Chartres, il voit arriver un flot de réfugiés et les Allemands qui investissent la ville levée à l'ombre de la cathédrale, si chère à Péguy, et dont toute la majesté ne suffit pas à dissiper la noirceur qui habitait les têtes des envahisseurs. Ne ménageant ni ses jours, ni ses nuits, devenues soudainement plus épaisses et plus sombres, il s'emploie à soulager la peine de ces Français en détresse. Le 17 juin 1940, il reçoit dans la cour de la préfecture les officiers de la Wehrmacht et son destin bascule une première fois. Refusant de transiger sur l'honneur, méprisant la compromission que d'autres embrasseront, il regarde la mort en face et lui tend la main. Pour ne pas signer un misérable bout de papier, un faux accusant des soldats sénégalais d'exactions commises par les Allemands. Mais le bout de verre était trop petit, sa gorge trop pleine de révolte pour abdiquer déjà, et Jean Moulin survécut. Libéré par ceux qui n'avaient pu le soumettre, révoqué par l'administration de Vichy, il s'engage alors sur le chemin de la résistance qui fit sa joie, son malheur et notre fierté. Il rejoint Londres et le général, qui lui demande de réunir l'union du désordre, du courage, qui caractérisait encore la résistance. Alors Jean Moulin se mit à la tâche. Depuis la Provence, où il est parachuté en janvier 1942, il commence à sillonner la France et les cœurs, à multiplier les rencontres secrètes et à éprouver ses talents de diplomate. Jean Moulin est mort dans un murmure. Mais ce murmure ne l'empêcha pas, lorsque cela fut nécessaire, de parler clair et de parler juste. Un an plus tard, un premier succès sur lequel construire la suite, la création des mouvements unis de résistance qui rassemblaient combat, Libération Sud et francs-tireurs. Rendre compte au général de Gaulle qu'un chemin était possible, un chemin clandestin, un chemin louvoyant proche de l'abîme où était plongé le pays, mais un chemin qui n'égarait jamais celles et ceux qui l'empruntaient. Rendre compte et continuer, aller plus loin, unir plus étroitement, plus largement, prendre plus de risques et savoir s'en délivrer pour continuer d'œuvrer, pour élargir ce chemin qui l'a mené dans un appartement anonyme de la rue du Four, près d'ici, le 27 mai 1943. Toute la résistance était là, réunie dans sa diversité autour de celui qui en prit les traits pour aujourd'hui. Représentants de toutes les couleurs politiques, de syndicats, unis pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de France. Le dépassement, voulu par De Gaulle, était accompli. Le Conseil national de la résistance portait l'ambition prophétique d'une 4e République qui accomplirait la renaissance du pays. Renaissance politique, bien sûr, mais aussi une renaissance sociale et économique. Renaissance française. Le CNR a été le grand œuvre de Jean Moulin. C'est sur sa personne et à travers elle, celle du général, qui se réalisa l'union, car Jean Moulin était un grand chef. Dès qu'il parlait, c'était la confiance qui se répandait. Confiance, non pas aveugle, mais lucide. Confiance dans l'utilité du travail demandé et des sacrifices exigés. Confiance dans la victoire. Tous ceux qui l'ont rencontré en sont témoins. Même lorsque tout semblait s'effondrer, il n'en est pas un qui n'ait quitté un rendez-vous avec Rex sans repartir avec plus d'espoir et une volonté ravivée. Comme tous les grands chefs, Jean Moulin avait un charisme de cœur et de raison. Par l'un et l'autre, il savait faire adhérer aux causes les plus périlleuses pourvu qu'elles soient justes. Il savait entraîner les autres, lui pour qui la France était non seulement une idée salutaire qu'il fallait défendre, mais aussi une communauté vivante, palpitante, qu'il faut aimer et animer pour l'entraîner au sursaut. Jean Moulin a semé le grain des fruits que nous récoltons aujourd'hui et dont il a été privé. Mais il n'a jamais douté de l'issue du combat. Et il est mort.
accompagné de la certitude intime et réconfortante que la France qu'il aimait sera victorieuse et que la justice viendra sur ses pas triomphants. En sécurité nulle part, pourchassé partout, à la fois par la Gestapo et des Français qui en voulaient à la France, Jean Moulin a vécu de cachette, de maquis et d'insomnie, clandestin jusque dans la gloire, longtemps souterraine, qu'il n'a jamais cherché pour lui-même. Malgré toutes les précautions prises, c'est finalement la trahison qui le perd. Le 21 juin 1943, alors que partout, dans le pays, les résistants frémissent de révolte et de liberté, Jean Moulin et 6 dirigeants de la résistance sont arrêtés dans la maison du docteur Dugoujon à Caluire. C'est alors que Jean Moulin s'est tu, l'esprit serein, mais sans doute déchiré de savoir qu'il restait encore tant à accomplir. Il s'enveloppa dans un silence sublime de tragique et de courage. À la prison de Montluc, au siège de la Gestapo à Lyon, puis à Paris, avenue Foch, les murs se faisaient l'écho des tortures et des cris de haine, mais personne n'entendit jamais la voix de Jean Moulin. Cette voix dont les accents avaient su rassembler un pays, cette voix à laquelle tant avaient fait confiance. Ses lèvres ne donnèrent jamais aucun secret. Cette bouche qui dessinait pour ceux qui l'aimaient ce sourire charmeur et énigmatique, immortalisé un jour à Montpellier dans une photographie que nous connaissons tous, se tordait désormais de douleur sous la torture. Alors, Jean Moulin souffrit. À chaque jour allait sa peine. Nul crime à nos yeux, et néanmoins une longue procession de châtiments. Comme un martyr dans l'arène, Jean Moulin souffrit beaucoup avant de mourir. Ne pouvant, comme à Chartres, mettre fin à ses souffrances, il eut le courage pour la résistance, pour la France et pour l'avènement de la République de mourir longtemps. Devant l'histoire, devant ceux qui l'avaient aimé et ceux qui l'avaient trahi, devant le général et devant les Français, Jean Moulin a eu raison. Raison d'avoir confiance dans la liberté et le sacrifice, confiance dans l'union et les jours heureux, confiance dans l'armée des ombres et ceux qui la constituaient. Alors, en ce temps où des problèmes difficiles agitent nos inquiétudes et tentent nos divergences, souvenons-nous de Jean Moulin, dont le souvenir nous réunit dans un même recueillement. Jean Moulin semble racheter à lui seul toute la compromission de la trahison, le jeune préfet qui sauva contre bien d'autres l'honneur de la fonction publique. Souvenons-nous de ses leçons magistrales sur l'avenir du pays, dont il n'a jamais désespéré, même au fond d'un triste wagon en gare de Metz porté par ces rails sinistres qui ont alimenté les affreuses files de nuit et de brouillard. Qu'au cœur du plus atroce effondrement de notre histoire que décrit Marc Bloch, lui aussi supplicié de Montluc et bientôt voisin pour l'éternité de Jean Moulin, la France ait été capable de trouver en son sein des hommes comme Jean Moulin, à la fois si grands et si modestes, est quelque chose qui doit nous rassurer, nous donner la confiance qui peut parfois se dérober. Aujourd'hui, comme hier, dans des circonstances différentes, nous sommes à nouveau à l'heure des choix. La décence se commande de ne pas faire parler les disparus. Je souhaite simplement vous dire, en ce jour particulier, qu'il y aura une faute et une injustice immense à commettre. Cette trahison, je ne saurais l'appeler autrement, consisterait à remettre en question les bénéfices que nous tirons des sacrifices de Jean Moulin et de toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la libération. Cette faute serait de croire que les temps des dangers sont révolus, alors qu'ils ont simplement changé et que l'on peut impunément déchirer le pacte de salut national qui unit la résistance. Ce pacte, celui du dépassement et de l'union, est aujourd'hui particulièrement, puissamment nécessaire. J'espère pouvoir constater bientôt que l'ambition du préfet Jean Moulin pour la France et pour les Français continue de gouverner les cœurs et les esprits. Alors,
En attendant, réunis ce jour pour honorer la mémoire de celui qui est mort sans cercueil, ni linceul, je veux continuer de croire que nous saurons nous montrer dignes de son héritage. Vive la République et vive la France. adjoint au maire de Bordeaux, représentant M. Pierre Ulrich, maire de Bordeaux.
Madame Patricia Morales, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Bonjour, comment allez-vous? Bon, ça va? Katia? Comment allez-vous? Maman va bien? Ah, ben ça va. Ok, je sois le pylône, je repasse un moment d'interprétation. Ben, et je vous revois demain, non? C'est important. Bien sûr. Eh ben, bon. Faut pousser là, faut pousser. Je suis d'accord. Bonjour, on le rattrape. Bonjour madame. C'est un chef de ça se forme les jeunes porte-drapeau. Bravo. Merci Pour l'ordre beaucoup. national. Merci beaucoup. Madame la ministre. Vous allez bien? Ça va. Parfait. Toujours. C'est bon? Allez, Bravo, madame. À vous. merci.
Sebou était le parrain de mon père et c'est mon père qui m'a transmis sa mémoire. Eh ben, Et c'est comme ça que je écrivez, me souviens. parlez. On en a besoin. Merci. Bonjour. Stagiaire aussi à l'association de corps profectoraux. Bon. Que Jean Moulin vous éclaire. Je vous remercie pour ça aussi. Merci.